Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un cours sur les espaces vectoriels. Alors c'est une notion importante, assez compliquée quand on voit la définition, parce qu'il y a beaucoup de propriétés, et on va essayer je vais essayer un petit peu de clarifier tout ça avec des petits exemples, et en essayant vraiment de sortir ce qui est important là-dedans pour pouvoir se débrouiller assez vite. Un espace vectoriel, c'est un ensemble d'objets, de choses, appelés des vecteurs qu'on peut, et c'est là les deux points importants, qu'on peut additionner entre eux à l'aide d'une loi qu'on va appeler une loi additive. Ça sera la plupart du temps donc la loi ici plus. On détaillera toutes ces propriétés. Et qu'on peut multiplier par ce qu'on appelle un scalaire, un nombre pris dans un ensemble qui sera la plupart du temps R, C ou Q, l'ensemble des rationnels. Et cet ensemble-là dans lequel on prend nos scalaires, donc il faut que ça soit un corps commutatif. Donc ça, c'est une notion que vous avez certainement déjà travaillé. Mais pour nous, ça sera donc soit un réel, un complexe, un rationnel. Alors, il existe d'autres corps plus compliqués, on va rester là pour l'instant. Et je vais tout de suite donner un exemple. Alors les deux phrases additionnées entre eux, ça veut dire qu'il faut donc une loi interne, dans laquelle, quand on ajoute des objets, on reste dans l'ensemble. Alors cette loi aura plein de propriétés, donc associativité, élément neutre, symétrie, commutativité, de façon à ce que, on ait l'ensemble donc muni de cette loi forme ce qu'on appelle un groupe. Donc vous voyez, c'est beaucoup de structures algébriques comme ça tout autour de ça, donc c'est loin d'être évident. La multiplication par un scalaire, ça oblige à avoir une deuxième loi qu'on appelle donc une loi externe, parce que c'est une multiplication entre un objet, donc un objet de notre ensemble, donc un vecteur, et on le multiplie par un donc scalaire qui vient donc d'un autre ensemble. Donc c'est une loi externe puisqu'on a deux objets qui proviennent la plupart du temps d'ensembles différents. Mais quand on le multiplie par un scalaire, notre objet doit rester dans notre ensemble de vecteurs. Et il y a aussi quelques propriétés ici qu'on va détailler. Donc tout de suite, on va faire un petit exemple. Et vous allez voir qu'on va insister finalement sur le fait que cette structure d'espace vectoriel, elle permet en fait de faire des combinaisons linéaires. Des combinaisons linéaires. Alors, dans mon exemple, premier exemple, vraiment on va faire un exemple avec évidemment les vecteurs. D'accord ? Les vecteurs qui ont finalement donné le nom à ces espaces vectoriels. Alors je vais prendre les vecteurs donc du plan. L'ensemble des vecteurs du plan. D'accord ? Avec donc l'addition qu'on connaît, l'addition donc des vecteurs, et la multiplication par un réel. Dans le monde donc des vecteurs du plan, on met une petite flèche au-dessus qu'on ne conservera pas pour l'ensemble des vecteurs, des espaces vectoriels. On notera les vecteurs sans la petite flèche. Mais nous, aujourd'hui, pour cet exemple, on va les garder. Alors, l'addition des deux vecteurs, vous représentez un premier vecteur, un deuxième, on les représente évidemment issus du même point, et l'addition des vecteurs, vous la connaissez, voilà. Ici, ça donne ceci. Donc, quand on ajoute deux vecteurs, on reste bien dans l'ensemble des vecteurs du plan. D'accord ? Donc, cette addition, c'est une loi interne. Premièrement, associativité de cette loi, de l'addition. Quand on fait U plus V plus un troisième vecteur W, on sait qu'on peut effectuer la somme dans n'importe quel ordre, puisque ici on pourra faire d'abord V plus W et ensuite rajouter U, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Ensuite, il nous faut un élément neutre par rapport à cette addition, c'est-à-dire un vecteur qui, quand on l'ajoute à n'importe quel autre, ne change rien. C'est-à-dire si vous faites U plus ce vecteur, alors ce vecteur on le connaît, c'est le vecteur nul, si vous faites U plus vecteur nul, c'est pareil que vecteur nul plus U, ça donnera toujours U. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un élément neutre pour l'addition. Ensuite, présence d'un symétrique. Si je prends n'importe quel vecteur U,
eh bien je peux trouver un vecteur qui s'appellera son opposé, tel que u plus cet opposé fasse vecteur nul. Eh bien effectivement, si à u j'ajoute moins u, c'est-à-dire un vecteur dans le plan donc de même direction mais de sens contraire, ben, u plus moins u, ça fait effectivement le vecteur nul. Et donc ça, c'est propriété de symétrique. Et dernière propriété qu'il nous faut pour cette addition, la commutativité. Quand on fait u plus v, on sait que c'est la même chose que v plus u. Ça, c'est la méthode du parallélogramme. Quand on ajoute en mettant les vecteurs bout à bout, u plus v, on trouve pareil que v plus u. Donc vous voyez, donc, c'est un ensemble de 4 propriétés, ça s'appelle, ça forme en fait les vecteurs, donc on va l'appeler l'ensemble V muni de l'addition, c'est ce qu'on appelle un groupe commutatif. Voilà. Ces 4 propriétés plus la commutativité, ça fait de V plus un groupe commutatif. Et plus, c'est donc une loi interne. Quand on ajoute 2 vecteurs du plan, on obtient un vecteur du plan. Un groupe commutatif, c'est d'ailleurs une autre structure algébrique, voilà, avec un petit peu moins de propriétés que les espaces vectoriels, et vous avez une seule loi, un ensemble, et vous avez donc ces 4 axiomes plus la commutativité, si vous voulez un groupe commutatif. Alors maintenant, cette loi externe. Alors, ici, les vecteurs, on va faire de la multiplication par un réel. Donc, le corps qu'on utilise, c'est donc le corps des réels. R, c'est donc, évidemment, vous le savez, les réels. Alors, quand on travaille dans des espaces vectoriels, ici, comme par exemple, je considère le vecteur 2u, 2 fois u, alors la loi, normalement, c'est une loi avec un petit point ici, vous voyez, dans la propriété, on verra, vous avez un petit point à cet endroit-là, eh bien, avec les vecteurs, évidemment, on ne la met pas, on ne met pas ce petit point, voilà, cette loi externe, on la met juste comme ça, après on écrit plutôt directement 2 fois u, d'accord ? L'élément, donc, enfin, u, c'est ce qu'on appelle donc un vecteur. 2u, c'est aussi un vecteur. Puisque cette loi externe, c'est en fait une application donc de R croix les vecteurs qui vous donne un autre vecteur. D'accord ? Et en termes de dénomination, donc u, c'est un vecteur. Le coefficient ici que vous mettez devant, la multiplication, le réel par lequel vous multipliez, il s'appelle de façon plus générique un scalaire. Alors, je crois que ça vient du latin scala, échelle. Alors après, évidemment, on a découvert d'autres ensembles, certainement, donc les complexes, les rationnels et tout ça, ça peut être utilisé pour des espaces vectoriels. Et je répète, il y a encore des corps plus compliqués que tout ça. Nous, vraiment, quand on est en post-bac, en début, on va travailler qu'avec des réels et des complexes. Donc ça va rester, on va dire, facilement apprivoisable. Donc scalaire, vecteur, ça nous donne donc une loi externe qui doit avoir elle aussi 4 propriétés. D'accord ? Et on va les regarder une par une. Alors c'est des propriétés assez simples, vous allez voir. Si on est vraiment dans le monde des réels et des complexes, on les comprend très très vite. La première des 4 propriétés, et je vais vous ici surligner tout ça, c'est celle-ci. Alors ici, c'est ce qu'on appelle donc de la distribution. On distribue à gauche, et c'est donc la distribution de la multiplication externe, la multiplication donc point, par rapport à l'addition. Et donc, en termes de vecteurs, si on prend par exemple 2 fois u plus v, et puis on sait que ça fait 2 fois u plus 2 fois v. Donc effectivement, cette distributivité, elle est naturelle chez les vecteurs, on la connaît. La deuxième, tout aussi naturelle, quand on fait par exemple 2 plus 3 fois un vecteur u, alors je vais mettre le point là, mais vous savez qu'on ne le met pas chez les vecteurs, ça fait donc 2 fois u plus 3 fois u. Vous voyez, ça c'est très simple. Alors, c'est ce qu'on appelle ici de la distributivité à droite de points par rapport à plus. D'accord ? Ensuite, une autre propriété, celle-ci, avec un exemple, si je fais 2 fois 3 multiplié par un vecteur, eh bien, je peux faire 2 fois 3 fois ce vecteur.
choses finalement qui ont l'air très évidentes, hein, parce que chez les vecteurs, ben, on a l'habitude de travailler avec des vecteurs, et donc ça va être un petit peu notre référence à chaque fois. Vecteur du plan, vecteur de l'espace, ça va servir très souvent à illustrer des propriétés dans les espaces vectoriels. Mais il faut bien comprendre que les espaces vectoriels, ça va permettre de mettre une structure algébrique sur des ensembles qui sont vraiment pas du tout des vecteurs, pas du tout des vecteurs du plan ni de l'espace. On sera plus du tout dans la géométrie. Parfois, on va se retrouver chez les fonctions, dans les équadifs, hein, chez les matrices, tout ça. Vous avez comme ça cette structure d'espace vectoriel qu'on retrouve vraiment partout dans les maths. Et c'est pour ça, justement, eh bien, qu'on va étudier ça en détail pour essayer de dégager de ça des propriétés communes à des espaces qui sont complètement différents. Et dernière propriété, pour ne pas l'oublier, vous avez ici présence de ce qu'on appelle donc un élément neutre, le 1. Quand on multiplie donc un vecteur par 1, évidemment, ça reste le même vecteur. Voilà. Donc, je rappelle une dernière fois, comme dans la propriété, que les éléments s'appellent donc des vecteurs. Alors nous, c'est des vecteurs du plan, donc le nom en fait a été pris de là, et les éléments, nous, c'était des réels, donc on appellera ça des scalaires. L'élément neutre, évidemment, pour la multiplication, pour l'addition, pardon, donc on va appeler plus généralement 0 avec le petit e ici pour rappeler dans quel ensemble on est, eh bien, ça sera donc ici le vecteur nul, ce fameux vecteur nul dont j'ai parlé ici. Donc voilà, illustré avec les vecteurs du plan ce que c'est qu'un espace vectoriel. Et pour terminer, eh bien, quand on prend donc ce qu'on appelle une combinaison linéaire de vecteurs, alors ici on va prendre des coefficients, alors on prend deux scalaires, alpha et bêta, donc ici ça sera donc des réels. Alors les lettres en général dans toutes les démonstrations qu'on fera, et quand on aura besoin justement d'utiliser des lettres, eh bien on va prendre très très souvent des minuscules grecs, alpha, bêta, gamma, etc. Pour les vecteurs, alors quand on sera évidemment dans les vecteurs du plan de l'espace, on mettra une petite flèche, mais après on va se dispenser de la flèche. Un vecteur, ça pourrait très bien, par exemple, être x1, x2, x, etc. Donc on précisera évidemment à chaque fois les notations qu'on utilise. Le deuxième exemple que je vous propose, on va vraiment le prendre en dehors de la géométrie vectorielle. On va prendre des polynômes. Exemple 2. On va prendre les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. D'accord ? Autrement dit, ce qu'on appelle l'ensemble R2 de x, ici, qui est donc l'ensemble des fonctions qui a x, on associe donc ax2 plus bx plus c avec a, b et c, 3 réels. D'accord ? Et je vais vous montrer, on va regarder tout ça, que l'ensemble des polynômes de degré, donc inférieur ou égal à 2, eh bien, c'est un espace vectoriel pour l'addition des polynômes et la multiplication par un réel, ou même ici on pourrait prendre les complexes, mais vous voyez j'ai pris R2, donc on va rester nous dans les réels. Alors, donc R2 de x, c'est donc l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient réel. D'accord ? Si on met R3, c'est donc les polynômes de degré 3. Plus généralement, Rn, c'est donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n, à coefficient réel. Voilà. Et on verra que ça fait partie de ce qu'on appelle les ensembles vectoriels, les espaces vectoriels de référence. Il y en a comme ça dont on sait et qu'on n'a pas besoin de redémontrer à chaque fois que ce sont des espaces vectoriels. Rebalayons donc toutes les propriétés une par une, toutes les lignes de cette définition qui est très longue. Et ça, donc sur les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Alors on va travailler donc dans R, d'accord ? Donc le corps qu'on utilise, le corps commutatif, c'est R. Et donc ici, l'espace vectoriel que je vous propose, c'est donc R2 de x muni de l'addition des polynômes et de la multiplication par un réel. Donc l'addition de deux polynômes, vous savez faire. Multiplier un polynôme par 2, par 3, vous savez faire. Donc ça ne pose pas de problème. Donc on regarde tout d'abord notre loi interne, donc l'addition. Effectivement, quand on ajoute deux polynômes de degré 2 ou de degré inférieur ou égal à 2, on obtient un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Alors, pour ça, on pourrait, donc on fait ax2 plus bx plus c, en voilà un premier, donc on va l'appeler par exemple P1. On prend un deuxième P2, alors ici, pour éviter de mélanger, donc on va appeler A1, B1, C1. Ici, A2,
B2, C2, eh bien, vous savez, quand j'ajoute deux polynômes, hein, ici j'ajoute leur expression, eh bien, on peut regrouper la réduction, ça fait 1 plus A2 x2, plus B1 plus B de x, plus C1 plus C2. Donc vous voyez qu'on obtient ici un élément de R2 de x. Voilà. Donc, premièrement, cette addition, c'est bien ce qu'on appelle une loi de composition interne. La somme de deux polynômes de degré 2 est un polynôme de degré 2 ou inférieur ou égal à 2. L'associativité, elle ne pose aucun problème. C'est en fait, elle est apportée par l'associativité de l'addition des nombres réels. Donc ça ne pose aucun problème, ces propriétés, vous voyez. Donc associativité, évidemment, quand j'ajoute trois polynômes, je peux choisir d'ajouter les deux premiers ou les deux derniers. À la fin, j'obtiendrai le même polynôme. Élément neutre. Quel est l'élément neutre? Élément neutre. Alors là, c'est une addition de réels, finalement, les expressions. Donc l'élément neutre, donc le neutre, pour l'addition, eh bien c'est donc le polynôme nul. D'accord? C'est-à-dire 0x2 plus 0x plus 0. Hein, et donc pas de souci. Symétrique. Eh bien, la symétrie, elle est apportée aussi par, finalement, la symétrie de l'addition des réels. Donc, quand on a un polynôme, P1, eh bien, si vous faites P1 plus, ici je reprends P1, son opposé, c'est-à-dire moins AX2 moins B1 de x moins C, eh bien on obtient effectivement 0, le polynôme nul, donc pas de souci. Et la commutativité, évidemment, elle est aussi apportée par la commutativité de l'addition des nombres réels. Donc vous voyez que ces propriétés, elles vont être souvent directement amenées par l'ensemble dans lequel on travaille, donc on n'aura pas tout ça à redémontrer à chaque fois, bien sûr. Ensuite, on va passer à la deuxième loi, donc la loi externe, la multiplication par un réel. Alors, c'est pareil, les quatre propriétés, elles sont évidentes. Quand on multiplie une somme de deux polynômes, eh bien, on peut facilement distribuer à gauche, il n'y a aucun souci. On pourra aussi distribuer à droite. Et tout ça, ça ne pose aucun problème. Donc, on voit bien ici, de toute façon, que quand on fait des combinaisons linéaires de polynômes de degré inférieur ou égal à 2, on reste dans l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc c'est clairement un espace vectoriel donc pour ces deux lois. Maintenant, je vais vous citer de façon non exhaustive les espaces vectoriels de référence, c'est-à-dire ceux dans lesquels on travaille vraiment très souvent. Alors, ici, je le cite, on travaillera très rarement dedans, c'est l'espace nul, c'est-à-dire l'espace vectoriel sur un corps K, donc il peut être toujours R, C, Q, etc., donc comportant un unique élément qui est le vecteur nul. C'est-à-dire que le vecteur nul, si vous le mettez, forme un ensemble avec lui-même, eh bien ça forme un K espace vectoriel, d'accord? Donc ça ne pose pas de souci. Ensuite, si vous prenez juste le corps tout seul, par exemple R, si vous considérez R muni de l'addition et de la multiplication, eh bien, c'est un R espace vectoriel. Toutes les propriétés vont. On a évidemment un groupe donc commutatif. D'accord, vous pouvez ajouter entre eux associatif, élément neutre pour l'addition, symétrique, tout ça, ça y est. On n'a pas besoin de redémontrer. Et vous avez votre multiplication des réels qui, on sait, possède toutes les propriétés. Donc, un R, c'est un R espace vectoriel, avec la loi plus et la loi donc multipliée. Pareil avec C, pareil avec Q. Donc, voilà des corps aussi très simples. Maintenant, on passe au NUplé, des éléments de K. Alors, ici, vous connaissez par exemple R2. R2, c'est donc l'ensemble des couples. R2, c'est l'ensemble des couples X, Y, d'accord, avec X et Y réels. D'accord. Donc, c'est les couplés. Vous avez donc R3, R4, R5, etc. On peut aussi donc considérer les complexes Cn et tout. Donc voilà, j'en cite quelques-uns après. Donc R2, R3, Rn. Vraiment, c'est ceux avec lesquels on va travailler quotidiennement quand on fera de l'algèbre. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, les polynômes. Alors, R de x, donc l'ensemble des polynômes à coefficient réel, ou C de x à coefficient complexe, muni donc de l'addition des
polynôme et la multiplication par un réel, ça, ce sont donc des espaces vectoriels, des R espaces vectoriels ou C espaces vectoriels en fonction du corps que vous utilisez. On verra évidemment l'espace des matrices à coefficients réels ou complexes. Donc on note M, N, P. Ça c'est donc pour les formats des matrices. Et ici, on est donc sur les coefficients réels. Et si vous avez des coefficients complexes, voilà, vous mettez parenthèse. Et donc on note ça comme ceci. Donc, M, N, P. Alors s'ils sont réels, ça fait R. Alors ici, pour vraiment illustrer, vous avez déjà vu ça pour ceux qui ont fait Math Expert. Si vous prenez par exemple la matrice 3, 2, 4, 1, 0, 6, eh bien ça c'est donc une matrice qui appartient à l'ensemble des matrices donc de dimension 3, 2, 3 lignes, 2 colonnes, et à coefficient ici réel. Il nous faut vraiment des coefficients donc, qui appartiennent à un corps, donc réel ou complexe. Voilà, donc ça, vous verrez, on va se servir vraiment des espaces vectoriels, des combinaisons linéaires de matrices, etc. Donc les opérations, pour en faire un espace vectoriel, il nous faut une addition, donc l'addition des matrices. Petit exemple ici, quand on ajoute des matrices, on ajoute les coefficients qui sont à la même place. Donc si je fais ça plus cette matrice-là, eh bien on obtient une matrice de même format, donc 3, 2. Et on va faire 3 plus 4, 7, 2 plus 0, 2, 4 plus 1, 5, 2 et 1, 3, 3 et 10. Vous voyez, on obtient ça. C'est donc l'addition des matrices. Pour la multiplication, ça sera celle donc par un réel. Donc si je multiplie une matrice par 2, on sait qu'on va multiplier par 2 chaque coefficient. Donc ici, j'obtiendrai 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 0, 6, 8 et 6. Alors ceux qui n'ont pas vu les matrices, vous verrez ça un petit peu plus tard, bien sûr. On retrouve aussi cette structure algébrique des espaces vectoriels chez les fonctions. Les polynômes, c'était déjà des fonctions, mais chez les fonctions, muni de l'addition des fonctions et de la multiplication par réel, eh bien, ça forme un espace vectoriel. Alors on peut avoir les fonctions dérivables, les fonctions continues, plein de ce qu'on appelle des sous-espaces vectoriels des fonctions, qui ont comme ça les propriétés d'un espace vectoriel. Et ensuite, on peut aussi, évidemment, on ne peut pas oublier les suites. C'est donc les suites, alors on note ça R ici et en exposant N, c'est donc les applications qui vont de N dans R. Donc ça, c'est les suites réelles. Et toujours muni de l'addition des suites, donc, et multiplication par un réel. Donc tout ça, à chaque fois qu'on précise, donc on travaille dans un espace vectoriel, il faut vraiment que l'addition, la loi donc interne soit claire et bien définie, et que la loi externe aussi. Ça, c'est vraiment le principe. Donc ici, à chaque fois qu'on va parler d'un espace vectoriel, il faut vraiment que la loi interne et la loi externe soient précisées et qu'il n'y ait pas de doute sur quoi que ce soit. Pour donc illustrer tout ça, on va prendre un exemple et on va reprendre encore une fois tout ça, parce que c'est en faisant que petit à petit on apprivoise tout ça. On a une équation ici, vous voyez, du second ordre, donc y seconde plus 3y' plus y égale 0, et on va chercher, à montrer que l'ensemble des solutions que je vais appeler S, eh bien, c'est un espace, c'est un R espace vectoriel pour l'addition des fonctions et la multiplication par un réel. Donc S, c'est donc un ensemble des solutions de E. Voilà. Donc montrons, ou vérifions même que S, muni donc de l'addition et de la multiplication par réel, est un R espace vectoriel. Premièrement, donc c'est vérifier que S plus est un groupe commutatif. Autrement dit, on va vérifier les 4 axiomes. Il manque un bout là, commutatif. Autrement dit, vérifier donc les 4 axiomes de groupe et la commutativité. Alors, première chose, donc loi de composition interne. Est-ce que l'addition est interne? Je prends 2 solutions, est-ce que la somme de ces 2 solutions est une solution? Donc ça, c'est le plus important presque. Donc on prend 2 solutions, soit F1 et F2 solutions de E. La question c'est, eh bien, on va montrer que F1 plus F2 est solution de notre équation E. Donc si je prends 2 éléments,
F1 solution 2, ça veut dire que F1 seconde plus 3F1 prime plus F1 est égal à 0, la fonction nulle. Ensuite, pareil pour F2. Ce qu'on peut faire, eh bien, c'est ajouter ces deux lignes, et on trouve quoi? F1 seconde plus F2 seconde. Alors ça, c'est aussi F1 plus F2 seconde. La dérivée seconde d'une somme, c'est la somme des dérivées secondes. Pareil pour les dérivées. Et vous voyez qu'ici, assez vite, on arrive au fait que F1 plus F2, effectivement, si je remplace dans mon équation différentielle, ça donne 0. Et donc, F1 plus F2 est solution. Ça veut dire qu'ici, on vient de vérifier que cette loi de composition, eh bien, elle était bien interne. La somme de deux solutions est une solution. Alors l'associativité, elle ne pose pas de problème. C'est l'associativité des fonctions classiques, des fonctions réelles, pour l'élément neutre. Bon, déjà, est-ce que l'élément neutre est solution? Alors l'élément neutre pour l'addition, c'est la fonction nulle. Et effectivement, hein, la fonction nulle, si vous remplacez, donc si on l'appelle soit f est égal à 0, donc la fonction nulle, eh bien, effectivement, f' vaut tout le temps 0, f seconde aussi. Donc quand je remplace, il n'y a pas de problème. Donc, eh bien, ma fonction nulle, elle appartient bien à l'ensemble des solutions. Donc on a bien un élément neutre qui est dans notre, ici, dans notre ensemble. Le symétrique, alors, voilà. Est-ce qu'on peut trouver, pour n'importe quel élément de S, donc pour n'importe quelle solution, est-ce qu'on peut trouver une autre solution qui est donc son symétrique? Autrement dit, ici chez les fonctions, si f est solution, est-ce que moins f est solution? Bien oui, parce que, regardez, si on prend f solution, ça veut dire que f seconde plus 3f' plus f est égal à 0. Si je multiplie tout par moins 1, eh bien, le moins peut rentrer. La dérivée seconde d'un opposé, c'est l'opposé de la dérivée seconde, il n'y a pas de souci. Donc, moins f seconde plus 3 moins f' plus moins f est aussi égal à 0. Donc, effectivement, dès qu'un élément est solution, son opposé est aussi solution. Donc, on a bien là, ici l'axiome de symétrie. Et la commutativité, bon, elle est fournie par la commutativité des fonctions réelles. Donc, on a bien ici S qui est un groupe additif, ici, et commutatif. Maintenant, on passe à la loi externe, donc la multiplication par un réel. Alors, il y a plein de propriétés qu'il n'y a pas à démontrer. Quand on prend ici toutes ces propriétés, elles sont amenées par la propriété de la multiplication des fonctions par un réel. La seule chose qu'il faut quand même démontrer, c'est que cette loi, elle est externe. Et donc, que quand on multiplie une fonction par un réel, une solution par un réel, on a une autre solution. Donc, je prends soit f, donc appartenant à S, donc f est une solution. Je prends alpha, un réel, et bien alpha f, si je le dérive, on sait que ça fait alpha fois f'. La dérivée seconde, c'est aussi alpha fois la dérivée seconde de f, puisque alpha est une... Quand je calcule le membre de droite, donc je vais faire alpha f seconde, plus 3 fois alpha f' plus alpha f. Je sais qu'en dérivant, donc on a dit, ça fait alpha f seconde, plus 3 fois alpha f' plus alpha f. Je factorise par alpha. Et vous voyez que dans les parenthèses, évidemment, je trouve f seconde plus 3f' plus f. Et comme f est solution, ben ça on sait que ça fait toujours 0. Donc là, on a 0. Donc, eh bien, effectivement, si je multiplie une solution par un scalaire, eh bien, j'obtiens une solution. Donc, c'est bien une loi externe. Et on a tout ce qu'il faut pour donc pouvoir dire que les solutions donc, de cette équation différentielle forment un R espace vectoriel. Bilan, pour l'instant, de tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu cette définition donc, des espaces vectoriels qui paraît très longue. Et à chaque fois, si on se dit qu'on va devoir reprouver tout, ça va être très laborieux. Alors, je vous rassure, on ne va pas démontrer tout à chaque fois. On va utiliser vraiment les espaces vectoriels de référence. Et on va amener une propriété. Et on va définir ce qu'on appelle des sous-espaces vectoriels. Et pour montrer, la plupart du temps, qu'un espace est un espace vectoriel, on va en fait montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus grand. Et cet espace vectoriel plus grand, il fera partie des espaces vectoriels de référence que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, ça va vraiment diminuer, vous allez voir, le travail
vraiment de façon assez quantitative. Et ça va rendre les choses un petit peu plus sympas à travailler. Les choses vraiment qui vont rester importantes à démontrer à chaque fois, un peu comme pour les quadifs que j'ai un petit peu travaillé à l'instant, c'est les stabilités. Ça veut dire qu'ici, quand on avait deux solutions, il faut que la somme, ça soit encore une solution. Ça, c'est très important. Oui. C'est une stabilité par rapport à l'addition. Une chose aussi qui a été très importante dans la démonstration, c'est de montrer le caractère interne de la loi. Autrement dit, quand on prend une solution qu'on l'a multipliée par un scalaire, on avait une solution. Donc ici, il va falloir montrer, et ça, on n'y échappera pas, donc le côté interne de cette loi, quand on multiplie par un scalaire, on reste notre ensemble, et la stabilité donc par rapport à l'addition. Donc stabilité par rapport à l'addition et stabilité par rapport à la multiplication par un scalaire. Et la définition dont il est question, la voici, donc c'est la définition d'un sous-espace vectoriel qui est vraiment finalement beaucoup plus importante, parce que c'est elle qu'on va utiliser tout le temps pour montrer qu'un espace est un espace vectoriel. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus grand. Donc cette définition qu'on vraiment travaillera, elle nous dit quoi? Qu'on prend un espace, donc un K vectoriel, donc plus point, et un sous-espace donc de cet espace. C'est une partie donc forcément inclus dedans, avec trois caractéristiques, dont deux dont j'ai parlé, la stabilité ici par rapport à l'addition, la stabilité par rapport à la multiplication par un scalaire, et le côté non vide de cet ensemble, c'est autrement dit, la plupart du temps on montrera que l'élément neutre pour l'addition est inclus dans ce sous-espace. Voilà. Et donc ça sera vraiment la propriété, en fait, la chose qui sera hyper importante pour nous. Donc, à voir. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant avoir été clair. À bientôt.